Tout commence bien avant l'apparition du Bitcoin, dans les recoins sombres et poussiéreux d'un cyberespace encore balbutiant. Au début des années 1990, une poignée de mathématiciens et de visionnaires anticipent déjà les dérives de la surveillance de masse. Ces hommes et ces femmes se font appeler les cypherpunks, un mouvement né d'une méfiance absolue envers les autorités centralisées. Leur quartier général n'est pas un bâtiment physique, mais une simple liste de diffusion par courrier électronique. Jour après jour, ils échangent des milliers de messages cryptés pour concevoir les armes numériques du futur. Pour eux, l'avènement d'Internet représente à la fois une opportunité incroyable et un danger total pour la liberté individuelle. Ils partagent une conviction commune, celle que la cryptographie forte est le seul moyen de protéger la vie privée des citoyens. Parmi ces esprits brillants se trouve un homme nommé Timothy May, un ancien chercheur de chez Intel au regard perçant. En 1988, il rédige le manifeste crypto-anarchiste, un texte prophétique qui va tout changer. Dans ce document, May annonce l'avènement inévitable d'un marché mondial totalement anonyme et impossible à censurer. Un autre pilier incontournable de cette communauté se nomme Eric Hughes, un mathématicien de l'université de Berkeley. Hughes écrit que la vie privée est nécessaire pour une société ouverte à l'ère électronique. Sa formule devient le mot d'ordre du groupe. Les cypherpunks écrivent du code, ils ne font pas de politique. Et du code, ils vont en écrire des quantités industrielles pour contourner le contrôle des gouvernements. À cette époque, le gouvernement américain considère la cryptographie forte comme une arme de guerre soumise à d'interdictions d'exportation strictes. Envoyer un logiciel de chiffrement à l'étranger sans autorisation est alors un crime passible de lourdes peines de prison. Pour protester contre cette loi aberrante, le chercheur Phil Zimmermann décide de commettre un acte de désobéissance civile historique. Il publie gratuitement sur Internet son logiciel appelé PGP, permettant à quiconque de chiffrer ses messages de manière inviolable. Les autorités fédérales ouvrent immédiatement une enquête criminelle contre lui, le menaçant de poursuites judiciaires majeures. Pour contourner les interdictions d'exportation de codes numériques, Zimmermann trouve une astuce juridique d'une ingéniosité absolue. Il imprime l'intégralité du code source de son logiciel dans un livre papier protégé par la liberté d'expression de la Constitution américaine. N'importe qui en Europe pouvait alors acheter le livre, le scanner et recréer le logiciel de chiffrement en toute légalité. Cette victoire idéologique majeure contre la censure étatique renforce la détermination du réseau secret des cypherpunks. Cependant, un problème fondamental demeure non résolu pour accomplir leur vision révolutionnaire d'une société libre. Pour se libérer totalement des États, il leur faut absolument créer une monnaie numérique qui échappe à tout contrôle bancaire. Un cryptographe légendaire nommé David Chaum pose la toute première pierre de cet édifice complexe à la fin des années 80. Il invente le système eCash, une monnaie électronique révolutionnaire basée sur des protocoles de signatures aveugles. Malheureusement, l'entreprise de Chaum fait faillite car le monde n'est pas encore prêt à abandonner l'argent fiduciaire traditionnel. Le principal obstacle technique réside dans le problème de la double dépense, un défi mathématique redoutable. Contrairement à un billet de banque physique, un fichier numérique peut être copié et dépensé plusieurs fois à l'infini. Pour éviter cela, tous les systèmes existants obligent à faire confiance à un intermédiaire centralisé comme une banque. En 1997, Adam Back invente Hashcash, un mécanisme conçu à l'origine pour lutter contre le spam électronique. Ce système introduit le concept révolutionnaire de la preuve de travail, demandant de la puissance de calcul informatique. Peu après, un autre cypherpunk brillant du nom de Wei Dai publie une proposition fascinante appelée B-Money. L'architecture de Wei Dai décrit un protocole où chaque utilisateur possède une copie complète de l'historique de toutes les transactions. Mais B-Money reste un projet purement théorique, faute d'un mécanisme efficace pour synchroniser ce registre partagé. Au début des années 2000, l'informaticien Hal Finney crée les preuves de travail réutilisables, franchissant un pas décisif. Tous les éléments du puzzle technologique sont désormais posés sur la table, éparpillés aux quatre coins du réseau. Il manque encore l'étincelle, le génie capable d'assembler ces découvertes isolées en une arme de destruction monétaire massive. C'est alors que, dans l'ombre la plus totale de la liste de diffusion, un nouveau pseudonyme s'apprête à signer son tout premier message. Soudain, les serveurs de la liste de diffusion enregistrent une soumission anonyme qui va faire trembler les fondations de la finance mondiale.
Ce document texte anonyme apparaît soudainement sur les moniteurs cryptographiques en cette fin d'année cruciale. Le message contient un lien direct vers un manifeste de seulement 9 pages intitulé Bitcoin. Dehors, le monde réel traverse un cataclysme économique sans aucun précédent moderne. Les géants bancaires de Wall Street s'écroulent les uns après les autres comme de simples dominos de papier. La banque d'investissement Lehman Brothers déclare une faillite retentissante qui fige immédiatement les marchés mondiaux. Des millions de citoyens honnêtes voient leurs économies de toute une vie s'évaporer en quelques secondes. Les banques centrales réagissent immédiatement en imprimant des milliers de milliards de monnaies fiduciaires. Cette injection massive de liquidités dilue instantanément la valeur réelle de l'argent de chaque travailleur. C'est précisément dans ce contexte de méfiance généralisée que Satoshi Nakamoto propose son alternative radicale. Le texte rejette l'idée même d'une autorité centrale ou d'un tiers de confiance institutionnel. À la place, il conçoit un réseau pair à pair entièrement géré par la puissance de calcul mathématique. La grande percée technique du livre blanc réside dans la résolution du problème des généraux byzantins. Ce dilemme empêchait jusqu'alors la création d'une monnaie numérique sans risque de double dépense. Satoshi invente le concept révolutionnaire de la preuve de travail pour sécuriser chaque bloc de données. Les ordinateurs du réseau doivent désormais résoudre des équations complexes pour valider les transactions. Chaque bloc validé s'ajoute de manière indélébile à la suite logique du précédent bloc historique. Cette structure chronologique partagée par tous devient la toute première blockchain publique opérationnelle. Quelques rares développeurs cypherpunks reçoivent ce document avec un mélange immédiat de scepticisme et d'excitation. Hal Finney, un cryptographe de génie renommé, est le tout premier à comprendre l'immensité de cette découverte. Il télécharge immédiatement le premier client logiciel expérimental fourni directement par Satoshi Nakamoto lui-même. Le 3 janvier de l'année suivante, Satoshi active officiellement le tout premier serveur du réseau global. Il génère ainsi le bloc numéro 0, universellement connu sous le nom mystique de bloc Genèse. À l'intérieur de ce bloc initial, le créateur inscrit à jamais un message codé lourd de sens. Le texte cite le titre du journal The Times concernant le second sauvetage gouvernemental des banques privées. Cette inscription gravée dans le marbre numérique sert de preuve irréfutable de la date exacte du lancement. C'est aussi une critique politique sanglante contre l'incompétence systémique du modèle bancaire traditionnel corrompu. Quelques jours plus tard, Satoshi effectue la toute première transaction réelle vers l'ordinateur de Hal Finney. 10 bitcoins entiers sont envoyés avec succès sans la moindre interférence gouvernementale ou bancaire. L'expérience prouve enfin au monde incrédule que ce système décentralisé fonctionne à la perfection mathématique. Les échanges d'emails entre Satoshi et les premiers volontaires se multiplient à un rythme soutenu. Le créateur anonyme utilise toujours des serveurs de messagerie ultra sécurisés pour masquer sa véritable localisation géographique. Personne ne parvient à déceler le moindre indice personnel à travers ses écrits d'une rigueur absolue. Il alterne l'anglais britannique et l'anglais américain avec une subtilité linguistique totalement déconcertante pour ses pairs. Certains commencent déjà à suspecter que Satoshi cache en réalité un groupe entier de cryptographes d'élite. Malgré ces doutes naissants, le code informatique open source attire de nouveaux esprits brillants chaque semaine. Le logiciel commence à respirer de manière autonome, s'étendant discrètement sur des centaines de machines privées. La monnaie n'a encore aucune valeur marchande officielle équivalente en dollars à cette époque héroïque. Ce n'est qu'un immense projet de recherche collaborative porté par une utopie technologique pure et désintéressée. Mais le volume croissant de blocs minés commence rapidement à saturer le disque dur de la machine originelle. Soudain, un utilisateur inconnu se connecte pour effectuer une transaction massive susceptible de faire basculer tout l'équilibre fragile du système. Cette première transaction mystérieuse jette une ombre immense sur le réseau naissant de la blockchain. Les rares observateurs de l'époque regardent l'écran avec une incompréhension totale face à ces lignes de code. Dans l'ombre de son anonymat, Satoshi Nakamoto continue de faire tourner ses machines solitaires nuit et jour. Durant ces premiers mois de l'année 2009, le créateur est presque le seul à miner des blocs. Chaque bloc validé génère précisément 50 nouveaux bitcoins d'une valeur alors totalement nulle.
Les pièces numériques s'accumulent régulièrement dans une série d'adresses spécifiques contrôlées par le fondateur. Personne ne réalise encore l'immensité de la réserve de valeur qui est en train de se constituer. Les experts estiment aujourd'hui que Satoshi a ainsi accumulé environ 1 million de bitcoins. Cette quantité faramineuse représente un pourcentage colossal de la masse totale qui existera jamais. Ce trésor numérique dort paisiblement au cœur des registres immuables de la blockchain. Au fil des ans, la valeur de cette monnaie virtuelle commence à grimper de manière spectaculaire. Ce qui n'était qu'un jeu de cryptographie devient rapidement une fortune estimée en millions de dollars. Pourtant, malgré l'explosion des prix, aucune des pièces de Satoshi ne bouge d'un seul millimètre. Les analystes du monde entier scrutent constamment ces portefeuilles spécifiques avec une attention obsessionnelle. La clé privée permettant de dépenser cette fortune reste totalement introuvable et inactive. Cet immobilisme total commence à générer les théories les plus folles au sein de la communauté. Certains pensent que le créateur a tout simplement détruit ses propres clés d'accès par pur idéalisme. D'autres murmurent à voix basse que Satoshi Nakamoto a peut-être emporté son secret dans la tombe. Si ces pièces étaient vendues d'un coup, elles provoqueraient un effondrement immédiat des marchés mondiaux. Cette immense fortune endormie est ainsi perçue comme une véritable épée de Damoclès technologique. La valeur théorique du portefeuille grimpe pour atteindre des dizaines de milliards de dollars. Les journalistes financiers commencent à fouiller frénétiquement le passé pour trouver la moindre trace du fondateur. Chaque message posté par Satoshi sur les forums de cryptographie est décortiqué mot par mot. Les horaires de ces publications révèlent un rythme de sommeil particulièrement irrégulier ou calculé. Le créateur utilise constamment des techniques avancées pour masquer sa véritable adresse IP. Cette paranoïa constante montre qu'il connaissait parfaitement les risques liés à son invention révolutionnaire. Pendant que le mystère s'épaissit, le protocole du Bitcoin continue de fonctionner de manière totalement autonome. De nouveaux mineurs rejoignent le réseau mondial, diluant ainsi l'influence initiale de Satoshi. La fortune intouchable devient alors le symbole ultime de la décentralisation promise par le système. Les plus grands cryptographes tentent de percer le secret du code d'origine à la recherche d'une faille cachée. Le verdict tombe rapidement car l'architecture du système s'avère absolument impeccable et inviolable. Personne ne peut forcer l'accès au coffre-fort numérique du mystérieux fondateur. Le contraste entre cette richesse absolue et cette sobriété forcée intrigue les plus grands psychologues. Pourquoi refuser de profiter des fruits matériels d'une telle révolution technologique mondiale ? Pour Satoshi, la survie de son idée originale semblait importer bien plus que la gloire personnelle. L'attention médiatique grandissante commence pourtant à créer des fissures dans son armure d'anonymat. Les gouvernements commencent à s'inquiéter sérieusement de cette monnaie qui échappe totalement à leur contrôle direct. Le réseau Bitcoin traite désormais des transactions de plus en plus importantes chaque jour. Chaque mouvement mineur sur le réseau mondial est analysé pour détecter le réveil potentiel du créateur. Soudain, un signal inattendu s'allume sur les terminaux de contrôle des premiers développeurs du projet. Une fuite massive de données confidentielles menace de lier directement le projet à une organisation hautement controversée. Satoshi Nakamoto se retrouve face à un choix immédiat et brutal pour protéger définitivement son invention. Satoshi Nakamoto contemple l'écran de son ordinateur alors que les tensions géopolitiques mondiales commencent à menacer directement les fondations de son réseau naissant. Au même moment, l'organisation Wikileaks se retrouve totalement isolée après le blocage financier impitoyable imposé par les géants des cartes de crédit. Les serveurs de Julian Assange subissent des attaques répétées, tandis que les dons traditionnels s'effondrent de manière catastrophique. La communauté des activistes du net commence alors à murmurer le nom du Bitcoin comme l'unique solution de secours pour briser ce blocus criminel. Satoshi Nakamoto observe cette agitation grandissante sur les forums spécialisés avec un sentiment d'effroi de plus en plus lourd. Il comprend immédiatement que son protocole expérimental n'est absolument pas prêt à supporter la fureur et la puissance des agences gouvernementales américaines. Des utilisateurs enthousiastes ouvrent publiquement un fil de discussion pour inciter Wikileaks à accepter officiellement la crypto-monnaie. La tension monte d'un cran lorsque les médias grand public s'emparent de l'histoire et braquent les projecteurs sur la monnaie de l'ombre. Pour Satoshi, cette visibilité soudaine s'apparente à une véritable condamnation à mort pour le projet encore fragile.
Il décide alors de rompre son silence habituel pour publier un avertissement d'une clarté absolue sur le forum Bitcoin Talk. Dans ce message historique, il supplie ouvertement l'organisation de Julian Assange de ne pas utiliser le Bitcoin pour le moment. Il explique calmement que le projet est encore une simple bêta-test qui se ferait détruire sans ménagement par une telle tempête. La panique commence à s'emparer des développeurs de la première heure qui craignent des descentes du FBI à tout moment. Les discussions secrètes se multiplient via des canaux IRC cryptés pour évaluer le niveau de menace réelle pesant sur le réseau. Satoshi se sait désormais surveillé de très près par les services de renseignement occidentaux. Chaque ligne de code qu'il écrit est minutieusement analysée par des experts en guerre cybernétique de la NSA. Quelques jours plus tard, la nouvelle tombe comme un coup près, Wikileaks ignore les avertissements et ouvre officiellement sa page de dons en Bitcoin. L'annonce provoque un véritable séisme au sein de la communauté et déclenche une hausse brutale mais terrifiante du trafic. Satoshi ressent cette décision comme une trahison involontaire de l'esprit originel de discrétion nécessaire au projet. Il comprend que la survie à long terme du Bitcoin dépend désormais d'un acte de sacrifice personnel ultime. Tant qu'il existera un chef identifiable à la tête de ce réseau décentralisé, les gouvernements auront une cible parfaite à abattre. Pour rendre le Bitcoin véritablement indestructible, son créateur doit s'effacer définitivement pour devenir un simple mythe. Satoshi commence alors à transférer discrètement le contrôle des dépôts de code principaux à son collaborateur de confiance Gavin Andresen. Il s'assure également que les clés d'alerte du réseau soient réparties entre plusieurs membres fiables de la fondation. Le 12 décembre 2010, il publie son tout dernier message officiel sur le forum public sans laisser transparaître ses intentions réelles. Ce post final concerne uniquement des corrections techniques mineures liées aux attaques par déni de service. Aucun mot d'adieu, aucun indice sur sa lassitude, juste le silence pragmatique d'un ingénieur face à sa machine. Après cette date, l'adresse email cryptée de Satoshi ne répond plus qu'à de rares messages privés triés sur le volet. En coulisses, Gavin Andresen commet une erreur stratégique majeure en acceptant une invitation officielle à s'exprimer devant la CIA. Lorsque Satoshi apprend cette convocation imminente, sa paranoïa légitime atteint un point de non-retour absolu. Il envoie un ultime courriel privé à un de ses proches développeurs pour lui signifier qu'il est temps de passer à autre chose. Il affirme calmement que le Bitcoin est désormais entre de bonnes mains et qu'il n'a plus sa place dans ce combat politique. C'est à cet instant précis que le créateur commence à effacer méthodiquement toutes les traces numériques de son existence passée. Il supprime ses comptes de serveurs distants, détruit ses clés de chiffrement secondaires et nettoie ses disques durs locaux. Il abandonne derrière lui une mine d'or numérique estimée à plus d'1 million de bitcoins intacts. Cette fortune colossale reste figée à tout jamais dans la blockchain comme un monument silencieux à son anonymat. Les développeurs se réveillent le lendemain matin face à un vide immense et l'absence totale de leur mentor secret. Satoshi Nakamoto s'est volatilisé dans les brumes de l'Internet, laissant sa créature s'envoler sans contrôle direct. Le réseau continue de tourner de bloc en bloc, prouvant immédiatement la perfection technique de sa décentralisation radicale. Mais alors que le Bitcoin entame sa folle trajectoire planétaire sans son créateur, un événement inattendu va soudainement tout faire basculer dans l'illégalité la plus totale. Un jeune homme idéaliste nommé Ross Ulbricht observe l'architecture décentralisée du Bitcoin avec une ambition sombre et révolutionnaire. Au début de l'année 2011, cet homme lance dans l'ombre du Darknet une plateforme clandestine baptisée Silk Road. Ce site web caché utilise le réseau Tor pour garantir un anonymat total à tous ses utilisateurs. Silk Road devient instantanément le premier grand marché noir entièrement numérique de l'histoire humaine. Pour la première fois, des substances illicites et des produits interdits s'échangent d'un bout à l'autre de la planète en un clic. Au cœur de ce système criminel parfait, une seule et unique monnaie est acceptée pour toutes les transactions, le Bitcoin. La création pacifiste de Satoshi Nakamoto se retrouve soudainement convertie en le carburant principal du trafic mondial. Les volumes de transactions explosent en quelques mois, propulsant la valeur de la crypto-monnaie vers des sommets totalement imprévus. Sous le pseudonyme de Dread Pirate Roberts, Ross Ulbricht dirige son empire virtuel d'une main de fer depuis des cafés publics.
Les agences fédérales américaines s'aperçoivent rapidement que des millions de dollars échappent totalement à leur contrôle fiscal. Le FBI et la DEA jurent d'abattre Silk Road et de traîner son mystérieux leader devant la justice. Pendant ce temps, une autre entité prend une importance démesurée dans l'écosystème naissant du Bitcoin, Mt. Gox. Basée à Tokyo, cette ancienne plateforme d'échange de cartes à jouer se transforme en la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde. À son apogée, l'entreprise japonaise gère plus de 70% de toutes les transactions mondiales de Bitcoin. Un développeur français nommé Marc Karpelès prend la direction de cette plateforme cruciale pour l'avenir de la finance. Mais derrière le succès apparent de Mt. Gox se cache une architecture de code fragile et totalement obsolète. Dès l'année 2011, des pirates informatiques repèrent des failles critiques dans les portefeuilles numériques de la plateforme. Sans que personne ne s'en aperçoive, un vol à main armée numérique et invisible commence à vider les réserves de l'échange. Les bitcoins des utilisateurs s'évaporent au fil des mois par paquets de plusieurs milliers sans éveiller d'alarme. En coulisses, la direction de Mt. Gox tente désespérément de masquer l'immense trou financier aux yeux du grand public. C'est alors que le piège se referme brutalement sur le créateur de Silk Road en octobre 2013. Ross Ulbricht est arrêté en flagrant délit dans une bibliothèque de San Francisco alors qu'il était connecté au site. Les forces de l'ordre saisissent instantanément des dizaines de milliers de bitcoins criminels appartenant au site noir. Cette fermeture spectaculaire associe définitivement la monnaie de Satoshi au bas-fond de la criminalité dans l'esprit des médias. Quelques mois plus tard, au début de l'année 2014, le géant Mt. Gox s'effondre à son tour de manière catastrophique. La plateforme suspend brutalement tous les retraits, plongeant des milliers d'investisseurs du monde entier dans le désespoir. Plus de 850 000 bitcoins ont mystérieusement disparu des coffres de l'entreprise japonaise. Cette perte titanesque représente à l'époque près de 450 millions de dollars évanouis dans la nature. Des clients en colère se rassemblent devant le siège de Mt. Gox à Tokyo pour exiger des explications immédiates. Le cours de la crypto-monnaie s'effondre de plus de 80% en quelques semaines seulement. Les économistes traditionnels et les banquiers centraux jubilent en annonçant la mort définitive de cette monnaie virtuelle. C'est la véritable crise d'adolescence du Bitcoin, une épreuve par le feu sanglante et destructrice. Privé de son guide Satoshi Nakamoto, le protocole informatique doit prouver sa résilience face à la pire tempête de son histoire. Les développeurs survivants de la communauté se rassemblent sur des forums cryptés pour réparer les blessures du réseau. Malgré les scandales et la contre-performance financière, les blocs de la blockchain continuent de se lier immuablement toutes les 10 minutes. L'infrastructure technique de base inventée par Satoshi s'avère totalement intacte et invulnérable aux erreurs humaines. La crypto-monnaie se sépare peu à peu de sa réputation purement criminelle pour attirer de nouveaux types d'acteurs. Cependant, ce chaos mondial attire définitivement l'attention paniquée des plus puissantes agences de renseignement étatiques. Des experts en cyberguerre reçoivent l'ordre top secret de percer à tout prix le mystère de l'identité de Satoshi Nakamoto. Les gouvernements réalisent que si cet homme anonyme possède toujours 1 million de bitcoins, il détient le pouvoir de déstabiliser l'économie mondiale entière. Une traque planétaire sans précédent commence alors dans l'ombre pour débusquer le créateur évaporé avant qu'il ne soit trop tard. Mais alors que la NSA déploie ses algorithmes de surveillance les plus puissants sur le réseau, un signal crypté inconnu s'active soudainement. Ce signal crypté inattendu fait instantanément basculer les salles de contrôle de la NSA dans un état d'alerte maximal. Des dizaines d'analystes en sécurité réseau se ruent sur leurs terminaux pour tenter de localiser la source de cette anomalie numérique. Les serveurs gouvernementaux surchauffent alors qu'ils tentent de décoder les paquets de données qui transitent par des nœuds anonymes. Depuis la création du Bitcoin, les agences de renseignement américaines considèrent cette monnaie indétectable comme une menace directe pour la sécurité nationale. La panique s'empare des banques centrales qui craignent de perdre définitivement le monopole historique de l'émission monétaire. La CIA classe alors le dossier du créateur anonyme parmi ses priorités absolues sous le nom de code de la menace fantôme. Pour démasquer Satoshi Nakamoto, les meilleurs experts en stylométrie du FBI étudient chaque message publié par le créateur. Ils décortiquent minutieusement l'utilisation des expressions britanniques et l'espacement rigoureux après chaque point final.
Les horaires de ces publications sur le forum Bitcoin Talk révèlent un rythme de sommeil particulièrement inhabituel. Cette absence totale d'activité coïncide parfaitement avec la nuit noire sur le continent américain ou la fin de journée en Asie. Certains analystes en déduisent immédiatement que Satoshi Nakamoto utilise délibérément des scripts pour fausser ses horaires réels. Le fait qu'une seule personne ait pu concevoir un système aussi parfait sans commettre la moindre erreur technique intrigue profondément le gouvernement. C'est à ce moment précis que naissent les premières théories du complot suggérant une origine non humaine ou collective. Dans les recoins sombres du web, une rumeur persistante affirme que le Bitcoin est en réalité une création de la CIA elle-même. Selon cette hypothèse, la blockchain servirait d'arme secrète pour financer des opérations clandestines sans laisser de traces bancaires. D'autres pointent du doigt une étrange coïncidence linguistique en traduisant directement les mots composant le pseudonyme. En japonais, le mot Satoshi signifie intelligence éveillée, tandis que Nakamoto se traduit littéralement par la base centrale. Pour les partisans du complot, cette signature cache la présence évidente de la Central Intelligence Agency derrière un masque oriental. Une seconde théorie s'intéresse de près aux géants asiatiques de l'électronique de pointe pour percer le mystère. En assemblant le début des noms Samsung, Toshiba, Nakamichi et Motorola, le pseudonyme légendaire apparaît de manière troublante. L'idée que le Bitcoin soit le fruit d'un consortium secret d'entreprises privées pour détruire le dollar terrifie la finance mondiale. La NSA utilise alors ses supercalculateurs pour analyser la structure mathématique parfaite de la blockchain originelle. Les cryptographes de l'armée découvrent effarés que le code ne contient absolument aucune faille de sécurité exploitable par le gouvernement. Cette perfection absolue renforce l'hypothèse selon laquelle Satoshi Nakamoto n'est pas un homme isolé mais un collectif de génies. Les regards se tournent alors vers l'agence de recherche militaire avancée du Pentagone, la fameuse DARPA. Certains pensent que la blockchain est une expérience d'intelligence artificielle qui aurait échappé définitivement au contrôle de ses créateurs. Partout dans le monde, la traque s'intensifie alors que chaque développeur de génie ayant croisé sa route est mis sur écoute. Des écoutes téléphoniques illégales ciblent les membres fondateurs du mouvement libertaire de la cryptographie. L'angoisse grandit au sein de la communauté informatique face à cette pression étatique invisible mais omniprésente. Les agents fédéraux tentent d'identifier l'adresse IP d'origine ayant servi à envoyer le tout premier livre blanc en 2008. Mais chaque piste mène invariablement vers des serveurs fantômes situés dans des juridictions totalement inaccessibles pour la justice américaine. Satoshi Nakamoto avait anticipé la traque étatique avec une minutie technique qui frôle la prescience absolue. Plus l'État déploie des moyens colossaux pour effacer le réseau, plus le Bitcoin gagne en popularité auprès du grand public. Le gouvernement comprend que la destruction physique de Satoshi ne suffira plus à arrêter l'immortalité de son code open source. La légende urbaine se transforme peu à peu en un mythe technologique moderne, échappant au contrôle du Pentagone. Les agences décident alors de changer radicalement de stratégie en tentant d'infiltrer directement le cercle des développeurs principaux. Des agents infiltrés tentent de provoquer des conflits internes au sein de la communauté pour diviser le mouvement. C'est au milieu de cette atmosphère de paranoïa généralisée que surgissent les premiers suspects crédibles aux yeux du monde. Les enquêteurs indépendants pensent avoir enfin localisé une faille humaine majeure commise au tout début de l'aventure. Alors que le FBI s'apprête à lancer un raid coordonné sur l'adresse d'un des génies du mouvement, une transaction inattendue de Bitcoin s'affiche sur la blockchain. Le portefeuille dormant de Satoshi Nakamoto vient de s'ouvrir pour la toute première fois depuis plus de 10 ans. Le monde entier retient son souffle alors que les spéculations autour de l'identité du créateur du Bitcoin atteignent un point de non-retour historique. Parmi la multitude de candidats potentiels, un petit groupe d'esprits brillants se détache continuellement des analyses cryptographiques les plus poussées. Le premier nom qui hante la légende du Bitcoin est celui de Hal Finney, un cryptographe de génie qui fut le tout premier destinataire d'une transaction. Hal Finney possédait non seulement les compétences techniques nécessaires, mais il habitait également à quelques kilomètres d'un homme nommé textuellement Satoshi Nakamoto. Atteint d'une maladie neurodégénérative incurable, Finney a emporté ses secrets les plus profonds dans la tombe en s'éteignant prématurément en 2014.
Un autre suspect fascinant est Nix Szabo, l'énigmatique chercheur en droit et cryptographie qui avait conçu le concept révolutionnaire du Bitgold bien avant le Bitcoin. Les analyses stylistiques textuelles de ses écrits révèlent des similitudes absolument stupéfiantes avec le livre blanc original publié par Satoshi. Pourtant, Nix Szabo a toujours farouchement nié être le père de cette invention planétaire qui bouleverse l'économie mondiale. Comment ignorer également la piste d'un collectif secret de développeurs travaillant de concert sous un pseudonyme unique et parfaitement orchestré? La perfection mathématique du code initial suggère en effet le travail d'une équipe pluridisciplinaire plutôt que l'œuvre d'un homme isolé. Certains imposteurs opportunistes ont tenté de revendiquer cette couronne technologique par pur intérêt financier ou pour flatter leur propre ego démesuré. L'informaticien australien Craig Wright s'est autoproclamé créateur du Bitcoin, déclenchant immédiatement une vague mondiale de scepticisme et de procès retentissants. Faute de pouvoir signer numériquement un message avec les toutes premières clés privées de Satoshi, sa crédibilité s'est effondrée de manière irréversible. La vérité est que la véritable identité de Satoshi Nakamoto n'a plus aucune importance pour la survie du système qu'il a bâti. En choisissant de s'effacer totalement du paysage numérique, le créateur a offert son invention au monde entier sans condition. Sans dirigeant central à emprisonner ou à corrompre, le protocole Bitcoin est devenu totalement invincible face aux pressions politiques. Les banques centrales mondiales observent désormais avec une inquiétude grandissante cette monnaie qu'elles ne peuvent ni imprimer ni confisquer. Ce qui n'était au départ qu'une simple ligne de code expérimental partagée entre passionnés gère aujourd'hui des milliers de milliards de dollars de valeur. La blockchain s'est propagée à travers le globe, traversant les frontières terrestres et ignorant superbement les lois économiques traditionnelles. L'absence physique de Satoshi Nakamoto agit en réalité comme le bouclier ultime pour préserver la neutralité absolue de sa création. S'il revenait aujourd'hui pour réclamer sa fortune colossale, il briserait instantanément le mythe de décentralisation parfaite qu'il a tant sacrifié pour bâtir. Les millions de pièces de monnaie qu'il possède resteront donc probablement à jamais immobiles dans les abysses infinis de la blockchain. C'est ce sacrifice financier ultime, unique dans l'histoire de l'humanité, qui élève définitivement Satoshi au rang de figure mythologique. Les gouvernements ont compris qu'il était désormais impossible de désactiver ce réseau de ordinateurs interconnectés tout autour de la Terre. Le code informatique est une forme d'expression pure, protégée conceptuellement par la liberté d'expression dans de nombreuses démocraties mondiales. Arrêter le Bitcoin exigerait maintenant de couper définitivement l'accès à l'intégralité du réseau Internet mondial, une option totalement impensable. L'immoralité ou la moralité de cette invention dépend uniquement de l'usage que chaque être humain décide d'en faire au quotidien. Pour les opprimés vivant sous des régimes autoritaires, elle représente une bouée de sauvetage financière inestimable face à l'hyperinflation. Pour les régulateurs financiers traditionnels, elle reste un défi permanent et incontrôlable qui menace la souveraineté monétaire des États. Quoi qu'il advienne dans le futur, l'idée révolutionnaire lancée un soir d'automne 2008 ne pourra jamais plus être retirée de l'esprit humain. Satoshi Nakamoto a brillamment démontré que la confiance mathématique pouvait remplacer avantageusement la confiance envers les institutions humaines défaillantes. Le grand livre de comptes publics continue d'ajouter un nouveau bloc de transactions toutes les 10 minutes de manière totalement immuable. Les premiers pionniers du mouvement observent ce monument technologique avec un mélange complexe de fierté absolue et de nostalgie créatrice. La véritable force du Bitcoin réside désormais dans le fait que n'importe quel être humain connecté peut devenir Satoshi s'il défend ses principes. Le créateur anonyme est parti, laissant sa créature s'envoler de ses propres ailes pour affronter les tumultes de l'histoire humaine. La quête obsessionnelle pour découvrir son nom civil finira sans doute par s'éteindre doucement face à l'immensité de son héritage concret. Satoshi Nakamoto n'est plus un homme en chair et en os, il est devenu une idée collective pure, éternelle et totalement indestructible. L'architecture décentralisée qu'il a offerte à l'humanité continuera de fonctionner sans relâche tant qu'un seul ordinateur restera allumé sur Terre. Le grand livre de compte mondial s'écrit désormais de manière indélébile, sous nos yeux, seconde après seconde, bloc après bloc, pour l'éternité.
Le mystère reste entier, la révolution est totale et l'histoire retiendra simplement que le futur de l'argent a commencé un jour sous le nom anonyme de Satoshi Nakamoto.